Rebonjour à tous, merci d'être là, merci d'être si nombreux. On est très heureux. Hier, on a très bien commencé avec les 11 premiers pitch plutôt. Et là, on va continuer avec 12 pitchs qui vont être faits. À nouveau, je rappelle à ceux qui auraient besoin d'une traduction soit en français, soit en anglais, qu'il y aura des pitchs en français, des pitchs en anglais. Donc, il y a des casques. Nos merveilleux interprètes sont là pour traduire tout cela en temps réel. Donc n'hésitez pas à vous en équiper si vous en sentez le besoin. Et puis voilà, moi je crois qu'on va recommencer. Ceux qui sont là qu'aujourd'hui, juste pour rappeler le contexte et quand même les chiffres assez exceptionnels qu'on a, on a reçu pour ce marché 280 projets de 17 pays. 23 projets ont été sélectionnés et retenus par un comité de sélection qui est affiché à l'extérieur. Donc c'est les meilleurs, bien sûr c'est subjectif, mais c'est en partie les meilleurs. Ils ont eu pas mal de rendez-vous et je crois qu'ils sont tous assez contents des personnalités et des personnes qu'ils ont rencontrées. Et puis voilà, ils ont l'opportunité, la possibilité de pitcher maintenant. Et ensuite, on va tous déjeuner ensemble, donc profitez-en, rencontrez-les. Ils ont leur ordinateur sur eux, ils ont des pilotes, ils ont des cartes postales, des t-shirts, ils ont tout ce qu'il faut pour vendre leur projet et ils sauront vous convaincre que c'est un excellent projet à développer, à coproduire, à distribuer. Voilà, ils sont super motivés. Et maintenant, je vais leur laisser la parole et on va commencer avec un projet espagnol, The Voice of Memory. Gentlemen, please. Alors, c'est un très très beau projet. C'est un projet qui nous a beaucoup plu parce que c'est un projet qui est fondamentalement humaniste. C'est l'histoire d'une chorale qui est un petit peu particulière. Je vais les laisser vous raconter l'histoire de cette chorale. C'est un projet qui vient d'Espagne. La production, c'est Ballet Film. Et c'est Alex Badia et Dani Fabra. Are you ready, gentlemen? Bonjour, Okay. I'm Dani Fabra. We would like to start. Bonjour, je suis Daniel Fabra. Nous allons commencer par un petit jeu. Comment est-ce que je peux envoyer l'image? L'image, s'il vous plaît. Un instant. Reprenons le compteur à zéro. Qui fait 5 minutes. Et donc, il est important de respecter, d'être équitable au maximum. Sorry for this disturbing. And now... Désolé pour ce dérangement, c'est à vous. C'est un petit jeu. Il ne s'agit pas de mettre à l'épreuve votre niveau en espagnol. Nous souhaiterions que vous bouchiez les trous avec le mot et je vais vous donner un indice. Il s'agit d'une chanson. Vous pouvez essayer de la chanter. Merci beaucoup. C'est l'objectif de notre documentaire. C'est bien notre propos. La question est posée. Comment nos souvenirs sont-ils ancrés d'une certaine manière dans la musique? Le documentaire est consacré à ce sujet, mais il s'agit également d'un documentaire musical qui comprend énormément de chansons. Nous avons commencé par un film télévisé il y a un an. Un film qui reprenait l'histoire du premier chœur de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en Espagne, des premières répétitions jusqu'aux représentations dans un grand auditorium. La deuxième vidéo, s'il vous plaît. Et puis on démarre bien. Aucun problème. La chorale chante une chanson anglaise. Voici donc une histoire qui est fondée sur 6 personnages d'une famille. Les familles ont donné suffisamment d'accès pour qu'il soit possible d'observer l'évolution de la maladie et de voir également la partie la plus légère de cette maladie avec un point de vue un humour et un point de vue léger pour aborder la
maladie. La personne humaine qui se cache derrière le patient reste présente malgré le fait qu'il soit de plus en plus difficile de reconnaître ces personnages. Ce projet a commencé lorsqu'il n'était que l'objet de l'histoire de nos personnages. Peu à peu, nous nous sommes rendus compte que nous pouvions amener ce projet plus loin et permettre ainsi aux spectateurs de profiter des émotions et le tourner au propre compte des émotions et des souvenirs du spectateur. Je suis partie d'une expérience personnelle. Mon grand-père est mort d'Alzheimer lorsque j'étais encore jeune. Le frère de ma grand-mère s'est récemment vu diagnostiquer la même maladie. Et comme vous le savez, les facteurs génétiques sont très importants. C'est pourquoi lorsque j'ai appris ces nouvelles, j'ai commencé à établir ma propre bande-son personnelle, au cas où. Et c'est ce que nous tentons de faire avec notre projet. Notre projet incorpore de nouveaux outils Internet afin d'emporter le spectateur au-delà du récit et de l'amener vers une expérience personnelle. Ce projet vise à donner un accès aux processus qui sont en cours lorsque l'on écoute des chansons ou de la musique qui est fortement ancrée dans notre identité. Pouvons-nous visualiser la vidéo ? Une vidéo tirée du site Internet. L'histoire est relatée en utilisant un récit non linéaire qui permet que nous pouvons regarder sur des formats de 2 ou de 20 minutes. Ainsi, nous avons accès tout le temps à l'ensemble de l'histoire et nous avons accès à différentes couches de personnages, ce qui nous permet de faire leur connaissance, de pouvoir mener des entretiens avec leur famille ou de les interviewer eux-mêmes, de leur poser des questions, etc. Sur Internet, nous avons également une phase B qui est stockée, qui reprend un certain nombre de ressources d'entretien avec des spécialistes internationaux de la maladie d'Internet, mais également de la musicothérapie. Il s'agit d'une communiqué 2.0, donc tout utilisateur a la possibilité d'augmenter d'amplifier le contenu. Enfin, à cette expérience s'ajoute des jeux vidéo musicaux, très importants pour nous, dans lesquels nous, les utilisateurs, devenons les protagonistes, les personnages de cette histoire, et nous avons la possibilité de jouer un instrument sur l'ordinateur. Il y a également un karaoké. Le temps s'est écoulé. Je vous remercie. Prenez contact avec nous. Je vous remercie de votre attention. Félicitations et merci beaucoup. Avec un deuxième pitch, personnellement, moi j'aime beaucoup l'humour belge depuis longtemps. C'est un humour qui est toujours surréaliste. Et là, on a affaire à un exemple particulièrement surréaliste dans cette période qu'on a tous vue, assez trouble, de la situation de la Belgique. Encore une fois, ils ont su réagir avec humour. Ça s'appelle Le Centre. C'est une production Ibuco Digital Production. Et nous avons pour la présenter Michael Avenit et Patrick Janssen. Messieurs, êtes-vous prêts? Oui. C'est à vous. Bonjour, je suis producteur. Bonjour, je suis réalisateur belge. Cela fait 1 an que nous avons voté en Belgique et nous n'avons toujours pas aujourd'hui de gouvernement. Ce matin, donc, nous avons décidé de demander l'asile à votre beau pays. Mais avant de partir, nous avons heureusement réussi à prendre avec nous le trailer de notre dernière web-série, Le Centre. Le Centre, ce sont 15 épisodes feuilletonnants, complètement addictifs, et donc voici le trailer. Bonjour, je m'appelle Paul Bognon. Je suis responsable de l'accueil pour le centre. Et il y a du travail, parce que la catastrophe a été tellement soudaine. La Wallonie Nouvelle, en fusionnant avec Bruxelles, a relevé le défi. Nous sommes enfin prêts pour accueillir les Flamands. Voilà, le centre. La catastrophe? Mais c'était du pain béni pour mon petit Paul. Un ballon à la tête d'un sang. C'est votre fille? Je m'appelle Johanna. Il y a des foot, mon petit Joseph. Vous avez pas vu mon père? Je suis Herman.
Avec le centre, nous avons créé un récit d'anticipation. L'histoire se passe en 2025. La Flandre est complètement inondée. C'est la partie nord du pays pour ceux qui ne le savaient plus. Tous les Flamands sont alors obligés de migrer vers le sud du pays. Des centres d'accueil sont créés où les Flamands sont pris en charge par des familles wallonnes. Cette situation extrême obligera les populations des deux communautés à revivre ensemble. L'histoire du centre est certes très locale, mais elle pourrait se passer dans beaucoup de pays d'Europe. La montée du nationalisme n'est pas qu'une histoire belge. Pour traiter ce sujet, nous avons choisi le ton de la comédie, de l'humour, sous la forme d'un faux documentaire. Le centre aborde aussi la question du pouvoir. Que se passe-t-il quand il change de main? Comment les hommes réagissent-ils? Y a-t-il des sentiments de vengeance? Le centre aborde d'autres sujets, comme les notions de solidarité, d'activité citoyenne et d'écologie. Le centre, c'est aussi une histoire d'amour, à la Roméo et Juliette. Comme les enfants de deux familles qui ne s'entendent pas. Un amour impossible et contesté par tous. Mais tout ne se passera pas comme prévu, et peut-être que finalement notre situation ne pourrait être résolue que par l'arrivée des casques bleus. Avec ce projet, nous avons voulu rapprocher les communautés et ouvrir un dialogue, laisser un espace aux gens pour réagir. Des outils interactifs ont été développés pour ce faire. La série a été tournée en français, mais une version sous-titrée complète a été produite dans l'autre langue nationale. Nous recherchons aujourd'hui un diffuseur pour cette série, dont les 15 épisodes de 4 minutes ont tous été tournés et montés. Nous avons développé aussi tous les outils interactifs, web, bannering et mobile, afin de soutenir la diffusion de ce projet. Nous avons par ailleurs déjà des idées pour une suite, voire une adaptation avec d'autres communautés dans d'autres pays. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. L'ami est fier de vous accueillir. Restez bien en ligne. La langue officielle du centre est le français. Ça faisait des années qu'on prévenait les responsables politiques, ils n'ont rien voulu entendre. La Wallonie nouvelle, en fusionnant avec Bruxelles, a relevé le défi. Nous sommes enfin prêts pour accueillir les Flamands. On faisait les malins, hein. C'est vrai, ils disaient ouais, les Wallons, c'est des fainéants, ils travaillent pas. En attendant, nous on travaillait pas, on consommait pas, on polluait moins. Hein. Ik ben Edwige. Il n'y a pas de sentiment de revanche par rapport à nos amis flamands. Bien fait, hein. Oui. C'est celui-là que vous devriez adopter. On a toujours été là pour leur tendre la main. Vascoing? Ah oui. Ah bah c'est la Flandre maintenant. Et là, c'est la Wallonie. Y compris au début du XXe siècle, quand ils cherchaient du travail. Du bas vers le haut, bien horizontal, voilà. C'est aussi ça l'histoire, une roue qui tourne. On peut la faire? Chantez un peu l'hymne national belge. Allons, enfants de la patrie. Bravo, félicitations. Alors on va poursuivre avec quelque chose d'un peu plus intense. À mon sens, certainement le premier phénomène des printemps arabes, c'est les révoltes qu'on a tous vues en Iran qui ont suivi l'élection tronquée d'Ahmadinejad, la deuxième. C'est un projet politique qui est très courageux pour donner la parole au peuple. Nous, on a beaucoup aimé. Ça s'appelle Iranian Stories. C'est la boîte à dés qui produit. C'est Thibault Lefebvre qui va le présenter. Thibault, est-ce que tu es prêt? Ça va, je suis prêt. Je t'en prie. Donc bonjour à tous, je vous présente aussi Nicolas Legros qui était responsable du développement du site internet. Donc iranianstories.org, c'est quoi? C'est une plateforme de recueil et de diffusion de témoignages sur ce que nous considérons être la première révolte qui a été médiatisée en masse par ses propres acteurs. Alors un bref résumé des événements, mais vraiment le plus synthétique possible, on pourra y revenir après si vous voulez. Le 12 juin 2009, c'est le président donc Mahmoud Ahmadinejad qui est réélu. Il est réélu dès le premier tour avec plus de 60% des suffrages.
Et il y a vraiment des soupçons de fraude à ce moment-là, dès le lendemain, et ce soupçon de fraude provoque des manifestations monstres pour le pays. Jamais l'Iran n'avait vécu ça depuis 1979. Il y a plus de 3 millions de personnes qui sont dans les rues les jours suivants. Ça dure à peu près 10 mois. Dès 2009, l'équipe de journalistes, car c'est un projet journalistique, prend conscience qu'un phénomène nouveau bouscule les habitudes du métier. Et pendant 10 mois, près de 3000 vidéos sont collectées jour après jour sur YouTube. Elles sont triées par date et par lieu pour créer une base de données en fait, de ces premières révoltes médiatisées de cette façon-là. Ils nous ont donné leurs yeux, nous voulons leur donner la parole. C'est la phrase qui représente le mieux la démarche du site. Les témoins des révoltes nous ont donné leurs yeux avec leurs téléphones portables, ces images de téléphones portables qui sont par essence subjectives, elles se substituent vraiment aux yeux. Nous voulons leur donner la parole. C'est la démarche d'Iranian Stories, c'est-à-dire créer un système de recueil de témoignages sécurisé pour mettre des mots derrière ces images. Donc les témoins racontent leur histoire, puis l'illustrent avec les contenus qu'ils ont eux-mêmes filmés. C'est le cas de B, un témoin anonyme, donc on l'a appelé B, de 32 ans. Il a envoyé son témoignage sur le site Iranian Stories il y a 3 semaines maintenant. زیر پل کالج در واقع گیر افتادیم و داشتیم فیلمبرداری می‌کردیم که توده مردم یهو مثل آبشار حمله کردن به سمت نیروهای امنیتی و دلیلش هم فشرده شدن بیش از حد مردم بود که و حتی سنگ ماشین می‌خوردش و ما اون زیر گیر کرده بودیم زیر پل و مردم Donc voilà exactement le type de témoignage que l'on reçoit. On en a reçu 5 depuis donc, la sortie du site le 8 juin dernier. Et donc les autres vidéos que vous pouvez voir donc, sur iranianstories.org ont été tournées par l'équipe de journalistes en Turquie, en Angleterre, en Suède et en France. Un des objectifs du site, c'est être accessible. Et c'est pour ça qu'en fait le site a été développé en 3 langues, en français, en persan et en anglais. Et ainsi qu'en 2 langages informatiques, donc en flash, pour le haut débit, pour nos connexions à nous, en Occident pour l'essentiel, et en HTML pour le bas débit, sachant que cette version HTML est sécurisée. Donc vous pouvez lancer la navigation sur le site, la première vidéo. Donc il y a donc 2 façons en fait de témoigner sur iranianstories.org. Donc ça vous voyez en fait c'est le flash. Un système de webcam permet en fait aux témoins de filmer uniquement ses lèvres pour être anonyme. Alors on a des témoins qui ont choisi d'autres dispositifs, qui ont par exemple mis leurs mains. Donc voilà. Et là sur le HTML en fait on propose aux témoins de filmer uniquement sa bouche avec son téléphone portable, de créer donc un fichier qu'il nous envoie ensuite par une interface d'upload. La sécurité est la préoccupation majeure du site, sachant que le contexte iranien, avec notamment ce qui est considéré comme la seconde cyberarmée au monde après la Chine, donc voilà, on peut être soumis à un certain type d'attaque. Ce qui se passe, c'est qu'on sécurise toutes les données qui sont reçues sur nos serveurs par un système que je pourrais développer un peu plus tard. Et en fait, ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas assurer la sécurité de chacune des installations informatiques des témoins. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose en fait un protocole à suivre en 5 points pour sécuriser de manière optimale leur connexion. Donc ça parle des certificats SSL, etc. On pourra développer un peu plus tard. Ça c'est la partie watch, c'est le lieu de l'éditorialisation. Donc tous les témoignages en fait sont recueillis sur un serveur, sont ensuite sélectionnés par un comité d'experts composé de nos partenaires, essentiellement des chercheurs et des journalistes. Sont ensuite édités, montés, sous-titrés, le tout en ligne, et ensuite montés donc, sur la plateforme qui se présente sous forme d'une timeline chronologique où les événements majeurs de ces événements iraniens sont mis en valeur. Il est possible aussi de créer de nouvelles dates, de l'adapter, tout est administrable. Et elle est là aussi en 3 langues, en français, en persan et en anglais. Donc Iranian Stories est sorti la semaine dernière. Il y a eu de très bons échos dans la presse, notamment en Mediapart,
le Nouvel Obs, le Figaro, OVNI, on a eu le Monde.fr. Les médias persans aussi, on a eu Radio Farda, VOA, donc on va passer, et la BBC persane, donc on va passer donc en Iran très très prochainement. Donc voilà, pour nos partenaires, vous avez vu le panneau défiler. Je vais juste terminer de manière très très synthétique sur ce que nous voulons faire maintenant. Donc Iranian Stories, vous l'avez compris, c'était vraiment la première révolte où on a vu ce phénomène médiatique-là. Ce qu'on veut faire, et ça s'est imposé à nous par l'actualité depuis janvier, c'est développer le principe, le système, le décliner pour les autres révoltes qui ont vu le même phénomène. Et dans un second temps, donner la possibilité à l'internaute de créer ses propres watch, de créer des communautés de causes autour de cette partie watch, donc de cette frise, et de donc créer un vrai réseau de gens sensibilisés à ce nouveau type de révolte. Merci. Merci beaucoup. Alors on va continuer avec un projet anglais qui est un projet où on est très fiers d'accueillir parce qu'il a quand même reçu un Webby Award l'année dernière pour sa première saison, qui est quand même le Webby Award, qui est quand même la référence dans notre univers aux États-Unis. C'est la suite, c'est 20 épisodes, c'est un web film interactif, des jeux en réseau, une campagne transmédia, c'est Crime Face No. 2. Et c'est Belly Film Production, pardon. Krishna Stott pour le présenter. Are you ready? Yes, thank Please. you. Bonjour. In 2007, I made a... Bonjour. En 2007, j'ai lancé une multiplateforme technologique. C'était une série alternative. Je l'ai réalisée afin de prouver le potentiel que je voyais émerger dans la narration et des nouvelles technologies. C'était une proposition que l'on m'a faite et que j'ai trouvée fascinante. Crime Face, notre projet a fonctionné. Je n'ai pas vraiment apporté d'extrait du film, donc si vous voulez le visualiser, visitez le site www.crimeface.net. Ce projet a remporté un grand succès. Il a vraiment démontré qu'il existe de nouveaux modes de narration et de nouveaux modes qui permettent de raconter des histoires interactives. Quelles sont les conséquences que j'en ai tirées? J'ai été récompensé par des prix. C'était un projet révolutionnaire, un projet salué par de nombreuses personnes. Et par la suite, les choses ont changé. Je suis certain que vous avez tous vu sur Facebook, Twitter et les médias sociaux, vous avez vu l'explosion de ces médias en 2007. C'est une nouvelle voie qui s'est ouverte que je n'avais pas attendue. C'était un phénomène de grande ampleur et très intéressant qui se déroulait. Et l'impotence s'évisait, l'évidence s'imposait. Ce sont des outils fantastiques pour relater des histoires. Ces réseaux sociaux ont besoin d'histoires et permettent de pousser les histoires vers l'avant. Après notre projet Benifin, nous avons lancé un pilote transmédia intitulé le projet Alexander Wilson, qui relate l'histoire de 25 personnes, familles, amis, qui ont sous-signé pour le projet. Nous avons travaillé avec Terence Davies, qui est un réalisateur du Royaume-Uni, et nous avons repris l'histoire, le cœur de l'histoire de son documentaire dédié à la ville de Liverpool. Nous en avons fait une plateforme, multiplateforme en ligne avec narration qui nous a permis de raconter nos propres histoires. Enfin, nous avons lancé une campagne cross-média afin d'impliquer les publics. Voici où nous en sommes aujourd'hui. Je suis en train de faire le pitch de Crime Face numéro 2, c'est la deuxième édition, qui reprend le système original de vidéo interactif, développé, mais il le mélange avec l'aspect des réseaux sociaux. L'histoire se poursuit dans l'histoire d'une ville dans laquelle notre héros trans se bat contre son supérieur corrompu, l'inspecteur Harry Adams. Et nous avons un ouvrage qui est intitulé « Comment gagner de l'argent sur le marché du meurtre ». Donc nous avons tenté de
relater l'histoire de cet ouvrage de Harry qui relate des histoires de corruption, de pouvoir et de maltraitance dans leur ville. J'espère que cette coproduction internationale prendra les dimensions d'un produit de divertissement de réseaux sociaux planétaires. L'histoire est diffusée sur des écrans en texte. Nous utilisons des vidéos, des formats vidéo interactifs très innovants. Depuis la première édition du projet, je n'ai rien vu de meilleur. Nous avons une technologie d'écran tactile. Nous avons sorti un jeu qui permet à l'audience de s'impliquer en jouant après avoir commencé à visionner le film. Nous n'avons pas encore signé, mais nous sommes sur le point de créer des expériences tout à fait particulières pour ce public. Nous cherchons des partenaires internationaux, nous cherchons des financements pour le développement afin de faire de ce projet un produit de divertissement social de grande ampleur. Nous avons déjà 2 partenaires confirmés. Christy Dina nous vient d'Australie. C'est une experte du cross-média qui travaille dans le design et l'écriture. Nous sommes ravis de travailler avec elle sur ce projet. Nous travaillons également avec Cinephile Media, qui est une entreprise de production canadienne, qui est constituée de travailleurs de grande qualité et nous sommes ravis de travailler avec eux. Voici donc l'état des choses actuellement. Si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, contactez-nous. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. On va continuer avec un projet. Moi, pour ma part, j'ai grandi avec Mes mains ont la parole, mais je commence à être un peu vieux, donc tout le monde ne doit pas connaître ici. Et en fait, je pense que mes enfants vont grandir avec Sacha le panda, et grâce à toutes les nouvelles technologies, toute la nouvelle offre technologique, transmédia, cross-média, ils vont pouvoir apprendre et comprendre la langue des signes. En tout cas, c'est un très beau projet qu'on aime beaucoup. C'est une production cross-game. Et on a Karim Galoul et Emmanuel Guardiola qui vont nous le présenter. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui, bonjour. Je vous en prie. Let's go. Karim Galoul, je suis producteur depuis une quinzaine d'années, multimédia, audiovisuel, jeux vidéo. Et Sacha est un peu le projet que j'ai initié à 3 ans maintenant. Il est dans la continuité de ce que j'ai créé sur la langue des signes. J'ai réalisé une dizaine de titres en langue des signes. Et avec Emmanuel, nous avons conçu Sacha. Alors en 2 mots, l'intention de Sacha est de créer en fait un divertissement transmédia pour les 4-6 ans. Sacha est un petit panda complètement espiègle et gaffeur. Et en fait, dans cette série, on veut sensibiliser les enfants à la langue des signes française, qui est une langue vivante. Et on va donner en fait au signe un pouvoir magique qui va permettre de valoriser la différence. Et je vais laisser Emmanuel vous raconter cette histoire de signe. Donc bonjour, Emmanuel Guardiola de Cicel Agency. Nous nous occupons de la conception et du design d'œuvres interactives. Voilà, donc ça c'est la classe. Oh, si on pouvait laisser laissez les slides s'il vous plaît. C'est la classe de Chloé, l'héroïne de la série. Donc Sacha le panda et son doudou. Vous pouvez le voir dans le panier à doudou au début, vous connaissez certainement ça. Donc elle le laisse à chaque début de journée. Donc cet endroit, c'est l'endroit de départ de chaque histoire, chaque épisode, chaque chapitre du jeu. C'est un endroit très rassurant pour les enfants qui connaissent. Mais évidemment, dans chaque épisode, il va y avoir un petit souci, quelque chose qui va se produire. À titre d'exemple, ici, Chloé risque d'avoir à faire pour la fête des mères un dessin de coccinelle et ne pas avoir de modèle. Donc elle a un petit souci. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait appel à Sacha. Elle a un petit pouvoir, Chloé, elle peut dans l'espace, comme ça, faire apparaître un pad. Et ce pad, c'est un lien avec le monde des doudous. Elle y envoie Sacha. Sacha, il prend vie, il peut bouger, faire des tas de choses à l'intérieur. Et donc elle va lui demander à l'intérieur de ce monde-là de
de lui trouver un modèle de coccinelle. Donc le monde des doudous, c'est un peu comme une interprétation, une projection de ce que les enfants peuvent connaître du monde. Donc à l'image d'ici du petit bois, le petit bois, donc on le voit, la manière dont il est traité graphiquement, donc avec ses feuilles à la place des arbres, on aura aussi des choses qui leur parlent, des thématiques comme le cirque, le pôle Nord, etc. Il y a plusieurs environnements qui sont proches de l'image qu'un 4-6 ans peut se faire du monde. Voilà, donc Sacha va poursuivre son épopée dans le petit bois, chercher cette coccinelle, et va effectivement en trouver une, mais elle est vraiment minuscule. Donc il va essayer de la prendre en photo pour transmettre cette photo à Chloé, mais il y a un problème. Donc il va appeler Chloé, et Chloé, elle, va lui dire, mais c'est très simple, écoute, tu n'as qu'à faire grand, le signe grand. Et c'est effectivement, donc là, il va essayer de faire le signe grand dans le monde des doudous. Et là, pouf, la coccinelle va devenir énorme, tellement grosse qu'elle va casser l'arbre sur lequel elle est située. C'est voilà, chaque signe, qui sont des vrais signes de la langue des signes, vont avoir des impacts sur le monde. Donc si je fais la couleur verte, pouf, ça va transformer tout en vert. Si je fais ouvrir, ça ouvre une porte, etc. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Donc Sacha va pouvoir prendre la photo, il va pouvoir la transmettre à Chloé. Mais lui, pendant que Chloé est en train de faire son dessin, il va faire des catastrophes à l'intérieur de ce monde. Il va utiliser ses pouvoirs pour peut-être faire grandir trop de choses. Il pourra faire d'un côté grandir son gâteau de goûter, parce que ça c'est génial, mais faire grandir d'autres choses qui vont peut-être un peu l'effrayer. Donc là, il va appeler Chloé à nouveau à la rescousse, qui va lui dire, ah mais attends, mais là, il faut que tu rétablisses les choses. Fais petit. Et donc il fait le signe petit, et pouf, les choses se rétablissent. Donc il y a un point très important avec ces moments-là, dans la série ou les autres supports, justement, c'est que Chloé, quand elle apparaît, donc là, sur une diffusion traditionnelle, quand elle fait le signe, c'est un petit peu à la Dora, l'enfant peut ou non tenter de refaire le signe. Mais ce qui est intéressant, c'est avec les supports comme la Kinect ou avec Kinyu d'Orange, c'est dire là, on peut vraiment insérer des moments de vraie interactivité avec l'enfant qui va provoquer les effets qui vont transformer le monde. Donc c'est justement le genre de choses qu'on aimerait mettre en place. Donc il y a deux, trois choses aussi à dire autour des signes et la manière dont on les choisit. C'est d'une part alors, pour leur accessibilité pour l'enfant, le fait aussi qu'il soit drôle à faire. Si je fais tortue de mer ou poney, en soi c'est fun de vouloir les reproduire. Donc voilà, ce sont quelques-uns des critères très importants. Maintenant on peut parler un petit peu du déploiement puisqu'il nous reste une petite minute, donc je te laisse. Bon, tu as bien résumé le projet. Donc je répète que la cible sont les enfants de 4 à 6 ans. Alors entendant et malentendant, ce détail est vraiment important. On ne veut pas scinder les demandes, au contraire. Au départ, on était parti sur une série interactive de 26x7 et avec les différents retours qu'on a eu au MIFA la semaine dernière, parce qu'il a été projeté la semaine dernière au MIFA, on partirait plutôt sur un 78x7. Donc 3 supports, la télévision avec certainement de la VOD, du jeu web certainement gratuit avec un vrai déploiement transmédia avec des briques narratives et plusieurs points d'entrée dans l'histoire, et puis des jeux vidéo sur les tablettes, puisque Emmanuel et moi on a produit plusieurs titres pour Ubisoft par exemple. Au niveau de la distribution, on serait sur plusieurs territoires anglophones, le Japon, certainement la Chine. On s'intéresse aussi à la langue des signes arabes. Voilà, donc aujourd'hui nous cherchons de la coproduction. Nous avons déjà pas mal de contacts et on peut prolonger la discussion autour d'un verre ou d'une assiette de carottes râpées. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors on va continuer avec un projet qui va nous parler de la musique, qui va nous parler de tout ce qui nous fait rêver dans le net, un groupe qui arrive, une chanteuse qui devient une star mondiale. Voilà, on a vu ça, on l'a tous vu sur le net, décoller, arriver. Et ben, eux, ils l'ont créé sous forme d'une fiction cross et transmédia. Un très beau projet, très bien marketé. Vous avez sûrement vu des flyers partout dans le marché. C'est eux, c'est Jézabel, c'est Production Bridges, Éric Pellegrin, Rémi Reboulet. C'est à vous. Bonjour, je suis Rémi. Voici Eric, on est de la société Bridges Film. Et on va vous présenter la série Jézabel qui est actuellement en développement. Alors l'idée de la série, elle est née de différents constats. Tout d'abord, le fait qu'Internet ait permis l'émergence de nouvelles stars. On a pris 2 exemples, celui des Arctic Monkeys qui en 2004 sont découverts grâce à MySpace, sur lequel leurs fans y ont posté leurs chansons, et qui en 2005 signent leur premier album qui se vendra à plus de 350 000 exemplaires la première semaine. Le second exemple, c'est Bon Iver, qui a mis son album sur le site verb.com en 2007 et qui en 2008 a été repéré et distribué par un label et a été classé dans les 30 meilleurs albums de l'année par le magazine Rolling Stone.
Un autre constat, on a réalisé que les codes de l'adolescence et des jeunes avaient changé. Donc Facebook, MSN Messenger, BBM ou Skyblogs sont les nouveaux outils de ces digital natives. Un autre phénomène nous a intéressés, celui du binge drinking et des skins parties. Finalement, à chaque génération, ses mœurs. Le succès de la série anglaise Skins est à ce titre révélateur, puisqu'elle montre les adolescents et les jeunes tels qu'ils sont, même dans leurs extrêmes. Enfin, l'industrie de la musique, qui est un monde qui continue de fasciner. Une machine à fabriquer des stars, qui encore plus aujourd'hui, un artiste peut apparaître du jour au lendemain, faire 30 millions de vues sur Internet et disparaître tout aussi vite. Donc on s'est un peu inspiré de tout ça pour créer notre personnage de Jezabel. Donc Jezabel, c'est l'histoire d'une jeune fille de 19 ans qui est étudiante à Lille en fac de lettres et qui un soir va poster sur YouTube une chanson qu'elle a composée pour un de ses amis d'enfance, une sorte de bouteille à la mer. Très vite, la chanson fait un carton, elle est repérée par un producteur qui décide de la signer et lui propose d'enregistrer ses titres avec un vrai groupe. Elle va alors découvrir Paris, l'industrie de la musique, son côté clinquant, ses côtés sombres, les gens qui vont essayer de lui voler la vedette, d'en faire une poupée. À Lille, en parallèle, dans son milieu étudiant, elle va se laisser entraîner par les cools de l'université qui vont l'emmener dans des fêtes plus ou moins décadentes, dans les tentations de cet âge-là et les matins douloureux qu'elles entraînent. On va vous montrer quelques images de Jezabel de l'univers. On a imaginé un dispositif transmédia sur 7 différents supports. En télévision, qui sera notre principal média, la plongée de Jezabel dans l'univers de la musique et en parallèle sa vie d'étudiante sur 12 épisodes de 26 minutes. Sur Internet, à travers son blog, on entrera dans son intimité et on pourra communiquer avec elle. Et on suivra son cheminement de roqueuse en devenir. Et une application mobile nous permettra de voir et d'espionner le téléphone de son producteur et de connaître ses manigances à l'avance. Sur les réseaux sociaux qui constituent un point de rendez-vous, où on créera les profils de la série, on permettra aux spectateurs d'interagir avec l'univers de Jezabel, donc sur Facebook, Twitter & Co. Jezabel qui animera également une émission de radio, un petit module court sur une radio comme le Move ou WeFM, pour nous laisser découvrir un univers musical, une chanson, un artiste qui l'a inspiré. Dans un magazine type Modzik, elle y tiendra une page mode où on décryptera son style et elle se laissera aller à quelques confidences. Et enfin le live, qui est le point d'orgue de la série, puisqu'elle fera une première partie d'un artiste plus connu, où on proposera aux spectateurs qui ont le plus participé à la série, le plus interagi, d'assister au concert, qu'on tournera donc en live à la fin de la diffusion. Jezabel, c'est finalement une série intrinsèquement transmédia, puisqu'elle explore le monde de la musique, et que ce monde s'exprime à travers tous ces médias-là. On va donc en profiter pour aller chercher notre public, les 15-24 ans, qui sont des gens qui utilisent ces médias au quotidien, pour leur raconter le making-of d'une nouvelle star. Merci de nous avoir écoutés. Ce qu'on cherche aujourd'hui, juste pour terminer, c'est un projet en développement. On cherche une convention d'écriture de développement avec un diffuseur. Donc libre à vous de venir nous voir pour continuer à en parler. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ils sont en train de construire une petite scène là, à l'intérieur sur la pelouse. Donc rendez-vous dans 3 ans pour le concert de Jezabel ici. Avec grand plaisir. Le prochain pitch, excusez-moi, qu'on va voir, c'est un projet qui est assez dingue. On a vraiment beaucoup aimé. C'est du transmédia en 3D.
c'est globalement des gens qui n'ont rien à faire ensemble, qui se retrouvent dans un hôtel. Ça s'appelle hôtel. Est-ce qu'ils sont là, messieurs? Ah, merci beaucoup. Donc ils se retrouvent ensemble dans cet hôtel. Il y a un univers graphique que nous on a beaucoup aimé. Je vais les laisser décrire cet univers assez loufoque et assez décalé. C'est une production Lardux Film, Benjamin Nuel et Christian Pfoll. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est à vous. Bonjour, donc je suis Benjamin Nuel, l'auteur du projet. Donc Hôtel est un projet transmédia qui se déroule en 3 étapes successives. Donc c'est d'abord un lieu, Hôtel. La première étape est une expérience d'exploration de ce lieu, donc un monde virtuel. Un hôtel de luxe isolé dans un parc. Le déplacement se fait en vue subjective, en 3D temps réel. Un gameplay et une technologie héritée donc du jeu vidéo. On y rencontre des personnages, terroristes et policiers, les archétypes de jeux de guerre en fait, type Counter-Strike. Ils sont là, mis au repos, en retraite. Donc la première étape, c'est le monde, l'état du monde avant la série. La série, la deuxième étape du projet, donc une série de 10 épisodes, elle raconte la fin de ce monde, son désagrégement total et la naissance d'une conscience chez 2 de ces personnages. Donc on peut voir un trailer qui reprend les premiers épisodes déjà produits. I kept going all the way to the river. It was pure and icy. There was 2 trouts stuck in the current. I thought about fishing them out with my hands, just for fun. But I couldn't convince myself to get my ass in gear. What's more, I don't like fish. We have no word from the headquarters, no orders, no communication intelligence. Focus! Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Focus. Concentration. Here we are faced with a threat that we don't know nothing about. Yeah. Does a single one of you have a fucking clue what is going on here? Donc, le monde de l'hôtel sera mis en ligne. Il y aura la possibilité de suivre l'évolution du monde, vu de l'intérieur, au fur et à mesure de la série. On aura même accès à une salle de projection dans l'hôtel, où seront projetés les épisodes avec les commentaires en live des personnages, donc les soldats. La dernière étape de Hôtel sera une autre expérience de navigation dans un monde virtuel, la situation sur laquelle se termine la série. On y trouvera des clés d'interprétation, et on aura aussi accès aux archives du projet. Question. Vous avez vu ça, c'est incroyable. Benjamin a une idée de dingue, géniale, complètement originale. Des personnages de jeux vidéo qui se retrouvent au Chaume-du, qui nous parlent de fromage, de vin, qui nous parlent de pêche à la truite, à la main. Ben, moi je suis juste tombé dedans, j'adore. Arte est notre partenaire, Arte Web. L'équipe de Joël Renez adore le projet aussi. Donc nous voilà partis pour une production qui va être dans une chronologie de médias inversée du cinéma, qui est mon métier. Première diffusion Internet, une diffusion qui est en fait une expérience du spectateur, qui n'est pas juste une diffusion d'une série. Dans notre budget, qui va être donc complété par un préachat d'Arte, CNC Nouveaux Médias,
un partenariat avec la Belgique, la région Île-de-France. On a un gap, on cherche des partenaires pour, dans la chronologie de l'exploitation, plateforme vidéo, exploitation mobile, diffusion télévision, édition DVD et cinéma. Voilà, on fait tout à l'envers, mais on a une idée tellement belle et tellement forte qu'à chaque étape, on va rajouter des plugs, des bouts d'histoire, des scènes, et que le spectateur va au fur et à mesure, s'il nous suit, jusqu'à la diffusion cinéma, découvrir un projet qui s'épaissit comme ça, qui devient de plus en plus fort. Voilà. That's it. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Attention, ça va déménager maintenant. Ça s'appelle Kit de survie, de l'humour, de la dérision, de l'absurde dans la vie d'adolescent. C'est une production Kit for Kids et Caribara Animation. Régis Vidal, qui est le réalisateur, Eliane Coupry, qui est la productrice, sont là pour nous en parler. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous en prie. Oui, nous le sommes. Alors bonjour à tous. Kit de survie, c'est accompagner Ed, Rosalie, Kim, Hugo et leurs parents, que vous voyez ici, dans la traversée de l'adolescence. Il s'agit d'un programme familial dont le propos est avant tout de dédramatiser le quotidien à travers l'humour, la dérision et l'absurde. Ça n'est absolument pas pédagogique. Kit de survie est un programme universel. Personne n'échappe à cette étape de la vie. Je crois qu'on y est tous passés. Et cette universalité se retrouve donc dans l'éventail des exploitations, la télévision, Internet, téléphonie, édition, matériel pédagogique. Alors aujourd'hui, le financement que nous avons réuni en France et à l'étranger nous permet d'engager la production de la série d'animation. Pardon. Mais nous cherchons encore des partenaires, investisseurs, diffuseurs pour tous les modules cross-média qui sont associés à ce projet. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans Kit de survie? Ça c'est pour vous dire qu'on a juste besoin donc d'un complément de financement pour le cross-média. Alors dans le Kit de survie, il y a, je vous le disais, la série d'animation. Avec une première saison de 52 épisodes de 4 minutes, une livraison prévue fin 2011, début 2012. Et là, je vous laisse découvrir nos partenaires. Le temps de vous dire qu'on a 6 scénaristes qui travaillent à l'écriture des 52 scripts, sous la direction d'Ariane Le Fauconnier, qui est l'auteur, créateur, productrice et qui est au 4e rang. Et qu'aujourd'hui, ils ont déjà écrit 30 des 52 épisodes. Voilà, alors, au niveau de la production, on est où? On commence par les décors qu'on fait tout cet été, là, donc je vous laisse découvrir quelques-uns. On a besoin de commencer par les décors pour des raisons techniques. On fait les storyboards à la rentrée, directement à partir de ces décors. Voilà, et le casting des voix est aussi en cours. On commence par une voix française et on espère ajouter des versions linguistiques anglaises et espagnoles du fait de nos premiers partenaires. Voilà, et comme je vous disais, on attaque les storyboards à la rentrée. Voilà. Donc Kit de survie, c'est aussi l'Internet. Oui, alors ce que vous avez là, c'est une maquette du site, survivalkitonline.eu. On aimerait bien qu'elle garde à peu près cette tête-là, parce qu'elle reflète bien l'esprit de la série. On a une petite idée formidable là, qui s'appelle la Kit Machine, que vous voyez à gauche, et qui existe déjà d'une certaine manière, puisqu'il s'agit de remplacer le visage de quelqu'un qu'on connaît, qu'on le mette sur la tête d'un des personnages de la série. Donc, mais là, on aimerait le faire avec juste tous les épisodes existants. Donc là, évidemment, on a besoin de développement pour ça. Donc là, on a la tête d'Ariane et qu'on met sur le personnage principal de la série, qui est un des personnages, Carlotta. Un petit loading et voici ce qu'on reçoit par Internet, la vidéo. Trigonometry is a mega problem. I never understood this stuff about the sine and cosine. No problem. It's easy. But she hasn't yet been interrupted by... Hello, hello, hello! Donc là, c'est l'épisode pilote. C'est l'épisode pilote qui parle de mère intrusive. Donc si vous avez une mère intrusive et que vous voulez faire savoir à tout le monde, vous mettez sa tête sur Carlotta et vous l'envoyez à vos amis. Voilà, on a aussi dans la Kit Team. Donc ça, c'est l'aspect un peu participatif du site, où chacun laisse ses expériences personnelles. Ça peut agrémenter aussi les futurs épisodes, donner des idées à nos scénaristes, qui n'en manquent pas pour le moment. Absolument. Le site aura aussi un aspect un peu plus sérieux,
pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin dans toute la réflexion sur les problématiques de l'adolescence. Quelque chose de sérieux, mais pas quelque chose de pédagogique, pas quelque chose de on va t'apprendre, petit con, que l'adolescence c'est pas comme ça. Oh pardon. C'est une série sans gros mots, excusez-moi. Il y aura donc des blogs, des forums, il y aura des fiches conseils de thérapeutes, d'enseignants, il y aura aussi des liens d'entraide avec les associations et tout ça à l'attention et des ados et des parents ou des encadrants qui les entourent. Voilà. Et ça permettra aussi d'aborder des thèmes qu'on ne pourra pas traiter ni en 4 minutes, ni par l'humour qu'on a choisi d'utiliser. Donc d'avoir une approche un peu plus large des problématiques de l'adolescence. Alors, le temps passe, alors on voudrait juste conclure sur l'appli iPhone qui reprend en fait les termes, enfin tout le site, mais version iPhone. Et donc l'accès aux meilleurs morceaux, aux meilleurs épisodes et à la BD. La BD existera sous version papier. On envisage aussi un roman graphique un peu plus complet et des jeux. Des jeux dont nous avons déjà un grand fan parmi nous. C'est le jeu du jeu de loi, très interactif où on peut lancer des vidéos et des questions. Voilà, à jouer à plusieurs. Voilà, et les jeux feront aussi partie d'une gamme de matériel pédagogique qu'on mettra en place. Donc voilà, c'est un projet ambitieux, c'est un projet très complet. Avec des poissons. Et merci à tous ceux qui voudront nous aider et participer à cette aventure. On a un pilote, on a un teaser si vous voulez les voir. Voilà. Merci beaucoup. Alors c'était le deuxième grand thème, j'avais dit, qui était très présent, l'hémoglobine. Il y en a eu partout, il y en a eu beaucoup, dans les 280 projets. Les meilleurs en sont ressortis. Ça c'est un projet transmédia qu'on a trouvé très bien construit et qu'on a eu envie de mettre en avant. C'est une production haut et court. Et pour le présenter, nous avons la chance d'avoir Olivier Dujol, qui en est l'auteur, et Jimmy Desmarais, qui en est le producteur. Messieurs, vous êtes prêts? C'est à vous. Merci. Bonjour, je suis Olivier Dujol, l'auteur de la série. J'espère que vous allez bien. Alors, Hémophage, le projet. Tout d'abord, les caractéristiques principales. En termes de genre, c'est un crossover contemporain entre deux genres assez connus, le genre zombie et le genre vampire. En gros, dans notre société, les vampires se cachent, ils existent parmi nous, en secret. Et dans un futur proche, une petite épidémie va transformer 98% de l'humanité quand même en zombies. Et les humains survivants, 2%, vont devoir survivre face à deux prédateurs, les zombies et les vampires. Bonne chance. C'est donc un projet transmédia, puisqu'on a une série télé, 12 épisodes de 26 minutes, et un ARG, donc un jeu en réalité alternée qui utilise tous les médias possibles, et aussi des événements live. Et nous, on le veut particulièrement participatif et communautaire. Communautaire, c'est évident, parce que les communautés de fans de zombies et de vampires existent, sont très présentes, très actives, et sont en demande de ce genre d'événements. Et participatif parce que la série télé, vous le verrez, est participative. Et un jeu, c'est participatif puisque les gens y participent. Donc c'est assez évident. La série télé. La série télé, le pitch, en 2017. Dans un hôpital, des survivants s'organisent pour échapper à l'épidémie zombie. Ils deviennent l'enjeu d'une guerre entre deux vampires. Et de la survie des humains dépend l'avenir de l'humanité. On a mis un point, je ne sais plus, mais on a trouvé important d'avoir des personnages qui viennent des trois espèces, humains, vampires et zombies, sachant que les zombies ne sont pas de simples morts-vivants qui marchent un peu décérébrés, c'est des infectés, des gens qui ont une maladie, qui sont encore avec des capacités cérébrales, ça les rend intéressants d'un point de vue scénaristique. Il y a différents enjeux qui sont assez communs aux trois espèces, survivre, parce que il faut bien, et surtout comprendre l'origine de l'épidémie. Et alors pour ça, ils vont rayonner, puisque tout se passe autour de cet hôpital. Ils vont aller essayer de collecter tous, principalement les humains, des indices. Et ces indices sont trouvés sur des cadavres, dans des téléphones portables, dans des vidéos de caméras de surveillance, etc. pour comprendre comment a commencé l'épidémie, d'où elle vient, etc. Tous ces contenus vidéo vont être intégrés dans les séries, mais ne seront pas réalisés par Haut-et-Court, la production, mais par des amateurs. On va demander en fait aux fans du genre de créer leurs propres vidéos, qui seront directement intégrées dans la série, et c'est comme ça que ça sera participatif. Le but est de comprendre donc l'origine de l'épidémie, et c'est là qu'on arrive au jeu. Le jeu considère que la série télé est une vision prémonitoire. C'est notre futur, ça va arriver, on va tous mourir. Et le but, c'est d'empêcher que ça arrive. Et pour ça, on a l'objectif qui est de comprendre d'où vient l'épidémie et comment l'arrêter. Donc pour ça, il y a tout un jeu de pistes.
sur le web, via la série télé, où on va pouvoir piocher des indices, via des documents, des livres, mais aussi des choses live. Il y a des choses qui seront cachées dans des bibliothèques, dans des bouquins par exemple, et les gens vont devoir les chercher en réalité pour comprendre ce que sont les vampires, leur organisation, leurs secrets, qu'est-ce que c'est que ce virus, comment c'est lié aux vampires, est-ce que c'est un accident, sa propagation, est-ce que c'est un acte terroriste, est-ce que c'est une simple évolution de la nature qui se venge de notre méchanceté parce qu'on pollue beaucoup. Et il y aura aussi du coup des événements live, comme des zombie walks, je suppose que vous avez peut-être entendu parler de ce genre d'événements, qui ont lieu un peu partout sur la planète, dans toutes les grandes villes, et des quêtes grandeur nature. Ensuite, à notre sens, les points forts de ce projet, c'est d'abord que c'est très simple. On a une série télé, on a un jeu, un ARG, avec un concept très simple, sauver l'humanité. On a une originalité qui est tout d'abord le principe de cette série participative, où on intègre donc des contenus amateurs à l'intérieur d'une production complètement professionnelle. On a un ARG qui est lié à une fiction télé live, alors que souvent c'est vrai que c'est lié au dessin animé ou au cinéma. Et surtout, et ça c'est assez étonnant, alors que les genres zombies et vampires sont particulièrement exploités, j'imagine que vous avez tous déjà vu des films, et ben le mélange des deux, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Et puis surtout, on a une formidable société de production qui s'appelle Haut et Court et que là, vous connaissez tous. Alors au niveau de la production, la faisabilité du projet passe vraiment par le financement de la série et il est très très difficile en France de réussir à faire accepter à un diffuseur l'idée du genre, de zombies, de vampires. Donc notre stratégie serait de s'appuyer sur la communauté existante, de commencer déjà un pré-développement en impliquant les fans de vampires et de zombies, pour pouvoir faire la preuve pour un diffuseur qui a la possibilité d'avoir une audience, que le projet marche, que les vidéos peuvent être de qualité. Donc voilà, on serait en pré-développement et en recherche de coups de pouce pour lancer ces premières étapes. Merci. Merci beaucoup. Félicitations, merci beaucoup. On va continuer avec un petit voyage des deux côtés de la Manche. Nos amis sont venus nous présenter un très beau projet qui s'appelle The Tale of Two Jones, et un regard culturel des actions publiques et de la vie culturelle à Paris et à Londres. Ça nous a beaucoup intéressés. Ils vont nous en parler. La société de production, c'est The London Quest Company. I try to do my best English accent, which is not good. De faire de mon mieux pour l'anglais, ce n'est pas de grande qualité. Gentlemen, please. Thank you. Merci beaucoup. Nous sommes la London Quest Company. Nous concevons des expériences interactives. Nous allons parler d'un projet qui s'appelle The Tale of Two Jones. C'est un documentaire interactif qui se concentre sur deux personnages de fiction qui ont tous les deux été victimes des résultats des coupes budgétaires dans le secteur public à Londres et à Paris. Les membres du public seront inventés à influencer le récit, à influencer l'histoire, à avoir un impact positif sur la vie de ces deux personnages. À travers cette expérience de récit, nous souhaitons filmer la réaction du public de sorte que le documentaire reflète le point de vue moral des personnes réelles de France et du Royaume-Uni. Les coupes budgétaires ont touché tous les pays au sein de l'Union européenne, mais dans certains pays, selon les pays, il y a des réactions différentes. En France, on voit des manifestations de masse, alors qu'au Royaume-Uni, les réactions sont plus timides. Nous ne voulons pas juger ces différentes réactions, mais la question que pose le projet est que feriez-vous dans de telles conditions? Imaginez qu'il y ait deux John, et que tous les deux aient perdu leur emploi. Ils ont honte d'être au chômage. Et la pression financière due à leur situation de chômage les met sous pression et met sous pression leurs relations personnelles. Leurs amis, leur famille et leur maison, les relations et leur foyer, leurs relations sont difficiles. Et comment vont-ils gérer cette situation? Est-ce que John va craquer sous la pression, va quitter sa femme Julia? Ou va-t-il plutôt se saisir de cette opportunité pour passer plus de temps avec sa famille? Les deux personnages vont de l'avant et le rôle des participants est intégral est essentiel afin de concevoir leur évolution. Ils ont besoin d'aide, d'amis et de soutien, et le soutien qui leur sera apporté sera le reflet de la qualité des personnes réelles qui existent à Londres et à Paris aujourd'hui. Nous allons passer au mécanisme
du projet. Nous commençons par un film en ligne. Il y a 2 films, l'un tourné à Paris et l'autre tourné à Londres. Ces 2 films sont tournés dans le style du documentaire. Le caméraman est ainsi un personnage au sein de l'histoire. Pourquoi ces 2 films? Eh bien, ils apportent des informations concernant le contexte, à savoir les personnages et le récit, de sorte que les participants qui regardent ces films se sentent impliqués dans l'action, disposent d'informations d'arrière-plan afin d'orienter l'action des personnages. Deuxième phase, les médias sociaux. À travers le documentaire, John peut s'exprimer directement en face de la caméra afin de demander l'aide des participants. Il incite les participants à visiter son blog, sa page Facebook, son compte Twitter afin de pouvoir entrer en contact avec les personnes, que les participants entrent en contact avec les personnages. Il y aura des incitations quotidiennes, donc il y aura des changements qui seront sans cesse là pour rafraîchir la liste des tâches qui échouent aux participants. Avant de passer, la prochaine étape, ce sont les événements réels, les événements live. Nous allons mener ces événements dans des lieux réels et ceci sera une improvisation totale. Les participants arrivent sur les lieux et ont le sentiment qu'ils peuvent faire tout ce qui est possible afin d'aider ces personnages. Bien sûr, le scénario est construit de manière très rigoureuse. Nous avons déjà un déroulement fixé au préalable, mais qui peut être influencé par l'interaction des participants. Donc, comme vous le voyez, nous avons une structure articulée en épisodes filmés, diffusion au titre de 2e film en ligne, qui sera ensuite rediffusé à travers des interactions de médias sociaux. Cela donnera lieu à une série d'installations d'épisodes. Combien d'épisodes utiliserons-nous? C'est encore une question ouverte, mais la substance de ce documentaire, c'est bien d'être un mélange de ces scénarios de vie qui soit fait à partir des réactions du public, réactions aux situations de vie de ces personnages présentés dans le documentaire. Nous avons bien conscience qu'au sein du nouveau paysage numérique, le public a une grande confiance lorsqu'il s'agit de se lancer dans des débats et des discussions sur les médias sociaux. Ce projet permet aux participants de rencontrer les personnages, d'insuffler des changements positifs dans la vie réelle des personnages, mais également d'avoir un contact humain irremplaçable. Nous souhaitons donc que cette histoire soit dirigée par les contacts humains et le cadre du récit, ce sont bien ces personnes réelles qui vivent à Londres et à Paris. Le contenu est ainsi défini par les passions, par les préjugés, par les points de vue de ces personnes qui vivent et qui existent dans notre monde réel. Nous sommes London Quest Company et nous sommes ici à Paris afin de trouver des partenaires pour le volet français de ce projet. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much. Alors, on va continuer avec... c'est pas compliqué, c'est un carton sur le web. C'est une vraie série interactive qui pose une vraie question à Clément. Ça s'appelle Décide-toi Clément. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu sur le web. C'est Ninth Pole Media. C'est Paul Paulson qui va nous le présenter. Paul, est-ce que tu es prêt? C'est à toi. Je suis français, mais je parle en anglais. My name is Paul Paulson and I'm going to present to you my show. Je m'appelle Paul Paulson. Décide-toi Clément fut une des premières séries Internet, une des premières séries interactives sur Internet. Je l'ai créée en 2007. J'ai produit de manière amateur 7 épisodes avec des bonnes critiques. J'ai commencé donc ma première entreprise de production, Ninth Pole Media, en 2010. Nous avons une nouvelle impulsion pour investir de nouveau et créer une nouvelle version de la série, dont nous avons produit déjà 2 épisodes. Cette nouvelle série se base sur 2 volets. D'abord, l'idée conducteur et tout un contenu parallèle. L'histoire de base est
Clément, qui est un académique et un échec social. Il est universitaire et il travaille avec des étudiants qui sont très animés. La série est française, c'est rafraîchissant. Il y a beaucoup d'interactivité avec cette histoire conductrice. Au début, Clément manque de courage pour décider, par exemple, de renouer avec son ancienne copine ou de faire aller à la confrontation ou décider pour un rendez-vous avec une nouvelle copine. Et c'est vous qui décidez de son avenir. Et donc, nous filmons la suite de ces décisions. Nous avons des votes à long terme, par exemple, de décider ce que doit porter Clément sur lui, un préservatif, etc. Et d'autres idées, par exemple, un deuxième personnage qui aurait un accident dans un autre épisode ou un autre personnage qui apparaît par la suite, qui doit avoir, par exemple, un accident auto par la suite. Par la suite, il y a en même temps une histoire en parallèle avec certaines conséquences. Un des éléments, ça s'appelle objet trouvé, qui sont des éléments de l'épisode qui sont retirés de l'épisode et qui ont une vie à elles-mêmes. Donc, par exemple, des posters, de la musique. Par exemple, dans le premier épisode, Clément et son groupe d'amis ont décidé et se présente pour l'élu, pour être élu au BDE, et donc ils doivent produire des vidéos et des posters, des chansons, et tous ces aspects sont disponibles sur Internet via YouTube et sur les réseaux sociaux en dehors du site Internet de Clément. Nous avons ensuite le blogging, des mini-séries. Chaque personnage a sa propre mini-série qui lui est dédiée. Nous avons un journal, par exemple, style 19e siècle. Ensuite, il y a Axel Alexandre, qui est plutôt un nerd, et lui, il fait des podcasts sur Internet, etc. Donc, chaque personnage a lui-même un contenu qui lui est personnel. Ensuite, chaque personnage a sa page Facebook fictive, qui permet une autre interactivité, par exemple un profil. Il y a également un profil Facebook qui raconte une histoire et ils écrivent mutuellement sur leur mur. Par exemple, le groupe a organisé une visite à Marseille pour aller à la maison d'Alex là-bas et au courant du trip, ils se sont rendus compte qu'ils ont oublié Clément à Paris. Donc, si vous voulez, c'est le type d'histoire qui se déroule uniquement sur les réseaux sociaux. L'acceptation de ce projet est excellente jusqu'à maintenant. Nous avons été acceptés par 4 grandes. Nous avons le partenariat de CNC, Sciences Po, Marie de Paris et Oseo. On a également une exposition médiatique avec des publics Sénat, Canal+, LCI, etc. Ensuite, la réponse actuelle vis-à-vis du public est excellente. Nous avons dépassé le seuil des 14 000 participants à Facebook, c'est-à-dire une augmentation de 370% à partir du moment où j'ai commencé le projet sur la base amateur. Ensuite, nous avons 40 000 visites par semaine. Les fans, les supporters de ce projet sont également très heureux de voir qu'il y a beaucoup de contenu généré par les fans eux-mêmes, beaucoup d'écriture. Il y a également des événements DTC, des citoyens Clément, des événements qui sont organisés avec des acteurs qui jouent le rôle des personnages. Alors, les possibilités à l'avenir, nous cherchons actuellement de la coproduction, l'adaptation web. Il y a beaucoup de possibilités qui peut être très fort avec une marque. On peut l'associer à une marque ou ça peut être une présentation plus large avec une expérience transmédia avec streaming à la télé suivi par Internet. C'est également déclinable sur plusieurs échelles. Dernier mot par rapport à ma propre société. Nous avons ilettc.fr et nous avons un budget de 100 000 € pour une campagne qui sera lancée en septembre pour empêcher l'abus d'alcool. Si vous vous intéressez à la façon dont nous revoyons le contenu et vous voulez atteindre nos cibles, eh bien contactez-moi. Merci. Thanks a lot. Et décidez-vous parce qu'il attend, il est là, il est prêt à travailler avec vous. On va finir en musique, voilà, parce que c'est un très très beau projet qui met la musique classique au cœur de la ville.
avec une interface que nous on a trouvée particulièrement originale et particulièrement créative. Merci. Voilà, on est heureux de vous le faire découvrir. Ça s'appelle Cadence. C'est Beastie Prod et c'est Julie Chauvin. Et Laurence Ducot. Et D'accord. Julie Et qui doit Laurence être Ducot, voilà, par là-bas. Alors, c'est tout Laurence, au fond. pardon. Voilà. C'est Laurence Ducot, voilà. Je suis la productrice et directrice associée. Très Et Julie est auteure. Et elle va me rejoindre si elle veut, ou tout à l'heure. C'est à vous. Et c'est parti. Donc je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Lorsque j'ai créé Beastie Prod il y a 5 ans maintenant, mon envie était très forte de créer des contenus transmédia, mais semble-t-il c'était un petit peu tôt. Et désormais le public est tout à fait prêt, donc c'est pour notre plus grand plaisir chez Beastie. Et donc c'est dans cet esprit en fait qu'est né Cadence. Il a été développé par notre cellule transmédia, mais tout a commencé pour Cadence par une rencontre avec un musicien, réalisateur et auteur. Et je vous laisse le découvrir. Bonjour, je m'appelle Simon Buisson, j'ai 25 ans, je suis réalisateur et également violoniste depuis l'âge de 6 ans. J'ai fait tout le cursus du conservatoire pendant 20 ans, j'y suis encore d'ailleurs. Donc j'ai compris il y a 10 ans qu'on pouvait se servir de cet apprentissage très rigoureux pour faire autre chose que le classique traditionnel et s'ouvrir à d'autres horizons musicaux. Donc la musique classique n'est pas forcément élitiste et c'est cette envie de montrer qu'on peut tout à fait se réapproprier son apprentissage pour faire différentes choses qui m'a poussé à écrire Cadence. La musique classique peut donc surprendre. Elle peut être partout, elle peut prendre différentes formes. Et c'est cette nouvelle vague que nous avons envie de faire découvrir au public de Cadence. Je vous propose maintenant de vous immerger dans l'univers de la web-série, du web documentaire. Donc l'idée et le concept, c'est vraiment de faire vivre au public une improvisation musicale et des rencontres humaines inédites à travers des portraits de musiciens anticonformistes et un petit peu fous. L'interface générale du webdoc sera musicale et urbaine. Les sonorités seront très présentes et nous guiderons à travers les différents lieux. Donc je vais vous montrer, voilà, c'est une version hyper schématique de la homepage, mais ça donne déjà l'esprit du webdoc. Donc en fait, l'idée est vraiment de pouvoir se déplacer comme dans une ville, entre les différents lieux. Chaque lieu aura un univers sonore propre et on pourra partir en immersion au sein de ce lieu. Donc voilà, si vous voulez par exemple, on peut regarder dans la zone des banlieues où il y a des initiatives qui ont été créées, donc on peut partir à la rencontre, si on le veut, des musiciens qui sont très actifs, qui font découvrir à des jeunes la musique classique avec une nouvelle forme. La salle Playel et le conservatoire sont évidemment présents, mais c'est vrai que voilà, on va surtout s'atteler à aller découvrir les autres lieux un petit peu plus décalés et nouveaux. Donc moi, je vous propose d'aller découvrir le hangar électro. Donc l'idée, c'est vraiment de faire à chaque fois une frise de décor, un lieu décalé particulier, mais qui ressemble à l'univers du groupe. Donc là, par exemple, dans l'électro-hangar, on découvre le groupe Off-Gang, qui est un groupe de musique électro classique, donc c'est vraiment atypique. Et chaque musicien peut ensuite être découvert un peu plus en détail. Donc on clique à ce moment-là sur l'artiste et on peut découvrir son portrait. Donc la fresque est à chaque fois très fantaisiste et représente vraiment l'univers du groupe. Donc l'idée est de pouvoir les rencontrer et l'idée aussi est d'aller beaucoup plus loin puisqu'en fait on voudrait proposer au public de pouvoir rencontrer les artistes et c'est en ça que la web série et le webdoc sera totalement participatif.
Là, c'est pour avoir une vision d'ensemble du projet web. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Mais voilà, donc on veut créer à la fois de la rencontre avec les musiciens et aussi pouvoir proposer une œuvre collaborative, puisqu'il y avait un studio de musique, je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'interface tout à l'heure, dans lequel chacun et chaque public, enfin chaque membre du public peut aller voir, peut aller découvrir et créer, composer une partie d'une œuvre qui sera ensuite assemblée, créant ainsi une œuvre musicale collective. Voilà. Donc nous, chez Bisty, je fais très vite juste pourquoi on a choisi de développer ce projet. Parce qu'en fait, on trouvait très intéressant de montrer vraiment une nouvelle image de la musique classique. Moi, je ne soupçonnais pas que toutes ces initiatives existaient, que tous ces artistes réinterprétaient totalement la musique classique. Et voilà, donc on a envie de défendre ce projet, on y croit beaucoup. Et on est au tout début du développement, mais voilà, ça va fonctionner, on est ravis de le soutenir. Merci. Merci beaucoup. Et ben voilà, vous avez vu les 23 projets. Nous, on en est très fiers. Merci encore à eux de leur confiance et d'être venus les pitcher. J'espère qu'ils iront loin. Tenez-nous au courant des aventures et de tout ce qui se passe. Une dernière chose sur ce sujet-là. Vous êtes tous, en tant qu'inscrits à l'événement, inscrits au network sur les crossvideodays.com. C'est votre email, puis vous avez reçu un password dans vos mails. Donc n'hésitez pas, ce network, il est utile pour que vous puissiez échanger entre vous, vous envoyer des mails. C'est une interface extrêmement simple, mais ça permet de contacter tout le monde, les decision makers, les créateurs, les gens les diffuseurs et autres. Donc profitez-en, échangez, partagez. Dernière chose, on va déjeuner là tous ensemble avec grand plaisir. Cet après-midi, 2 conférences. Une sur comment le jeu vidéo nous apprend le nouveau monde virtuel et le nouveau monde de la vidéo dans lequel on est tous aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre par eux. Et puis on va terminer avec de l'argent, des questions de production, des questions de financement qui nous concernent tous. Donc publicité et micro-paiement pourront-ils financer la production numérique? La BNP est là, ils ont financé mes colloques. Immédia est là, ils viennent de lancer un projet sur les réseaux en France. Donc venez les voir. Et puis on va partager tout ça. Et à tout de suite pour manger et partager avec vous. Merci encore. Merci aux pitchers.